Alors, écoutez ça, 30 ans. C'est le temps qui s'est écoulé entre Mad Max, Au-delà du dôme du tonnerre, en 1985, Mad Max, Fury Road. Le réalisateur George Miller voulait faire ce quatrième volet bien plus tôt. En 2002, tout était prêt avec le studio 28 Century Fox, on était à 2 doigts de commencer le tournage. Mais après les attentats du 11 septembre, le dollar américain a dévissé face au dollar australien, et le budget du film a soudainement explosé, ce qui a mis le projet à l'arrêt complet. Des années plus tard, quand ils ont voulu le relancer, les choses se sont encore plus compliquées. Mel Gibson, le Max original, était non seulement trop âgé, mais aussi persona non grata à Hollywood à cause des scandales dans sa vie privée. Miller voulait un Max plus jeune et moderne. Si le film avait été tourné en 2003, celui qu'on aurait probablement vu dans le rôle, c'était Heath Ledger. La vision de George Miller pour Fury Road reposait sur le visuel, pas sur les dialogues. Il voulait que même un spectateur étranger, sans sous-titres, puisse comprendre l'histoire. Du coup, il a cherché à utiliser des symboles universels pour exprimer les émotions plutôt que de réduire les mots. Pour ça, il a collaboré avec l'artiste Brendan McCarthy. Ce dernier a préparé plus de 3500 storyboards détaillant presque chaque plan du film. Les acteurs, qui n'avaient pas de script traditionnel mais seulement ses dessins, ont été un peu perdus au début. Tom Hardy était même très en colère pendant le tournage à cause de ça, mais il a présenté ses excuses à Miller après avoir vu le film. La contribution de McCarthy a été si énorme qu'il est crédité comme co-scénariste. À l'origine, le tournage devait avoir lieu dans le désert de Broken Hill en Australie, l'endroit même où les premiers films avaient été tournés. Mais juste avant de commencer, la nature a réservé une sacrée surprise à Miller. Après 18 ans, il s'est mis à pleuvoir pour la première fois, et le désert s'est couvert de fleurs colorées. Ça collait pas du tout avec l'univers sombre et post-apocalyptique qu'il avait en tête. La solution? L'équipe a trouvé un nouvel endroit en urgence, la Namibie. La majeure partie du film a été tournée dans l'immense désert du Namib, en Afrique du Sud-Ouest. Le tournage principal a commencé le 26 juin 2012 et a duré 120 jours. L'équipe devait être prête à tout moment, car les explosions, les poursuites et les plans rapprochés pouvaient être filmés à n'importe quel moment. Heureusement, les conditions étaient moins extrêmes que prévu. Le désert du Namib, étant proche de la côte atlantique, avait des températures plus clémentes. Et comme la Namibie est dans l'hémisphère sud, le tournage n'a pas coïncidé avec l'été africain le plus brutal, évitant ainsi des chaleurs au-delà de 40 degrés Celsius. Fury Road a pris les voitures iconiques des 3 premiers films et a carrément doublé le niveau de folie. Un monde entier a été créé avec des carcasses géantes, des combinaisons de moteurs extrêmes, des motos, des excavatrices, des buggy. 150 véhicules artisanaux ont été construits pour le film, issus de l'esprit brillant du concepteur de production Colin Gibson, qui travaillait avec Miller depuis longtemps et avait commencé les premiers croquis dès 2003, 9 ans avant le tournage. Prenez le Giga Horse, l'un des véhicules les plus fous. C'était 2 Cadillac DeVille 1959 empilés l'une sur l'autre. Pour Miller et Gibson, dans un monde où tout le monde a du mal à trouver quoi que ce soit, le fait qu'Immortan Joe et 2 Cadillac reflétaient parfaitement son personnage. La bête était propulsée par 2 moteurs Chevrolet 502 côte à côte. Les ingénieurs ont tout modélisé en 3D pour que toutes les pièces fonctionnent ensemble sans abîmer la transmission. Le plus dur a été d'empêcher les pneus de frotter sur le châssis. Gibson a dit qu'il a fallu 2 mois pour rendre le Giga Horse opérationnel. La scène où l'Interceptor fait un tonneau dans les airs était l'une des plus difficiles. L'équipe a trouvé un moyen, ils ont monté une plaque d'acier plate sous la Ford Falcon. À l'impact, la plaque se rétractait, permettant au cascadeur de contrôler parfaitement le moment du tonneau. Lors des essais, le cascadeur Guy Norris a fait 8 tonneaux et demi avec la voiture. Si ça avait été dans le film, ça aurait été un record du monde. Mais bon, même 5 tonneaux, c'est déjà énorme. Un autre véhicule impressionnant, c'est sans doute le Warrig. Ce camion volé à Immortan Joe est un symbole de la quête de liberté de Furiosa. C'était un mélange monstrueux d'un camion Czech Tatra et d'un Chevron Freightliner, avec 2 moteurs V8 et un réservoir à l'arrière, un vrai monstre à 6 roues. On avait d'abord dit à Charlize Theron qu'elle ne conduirait pas ce truc. Mais elle a insisté et a fini par conduire elle-même cet engin à plus de 80 km/h pour certaines scènes. Capturer les scènes d'action épiques de Fury Road demandait à la fois du talent et du courage. Pendant que les voitures,
camions et motos fonçaient à plein régime dans le désert, les cascadeurs volaient, sautaient, se balançaient entre les véhicules. La force du film, c'est ce sentiment de réel. Beaucoup de ces plans ont été filmés sous des angles impossibles, grâce à un bras de caméra géant et mobile, et l'Edge Arm, monté sur un pick-up Ford modifié avec un moteur V8 super puissant. Ce système permettait de suivre les véhicules à la même vitesse et de capturer l'énergie folle du film. Parmi toutes les scènes folles, la plus dure a probablement été le renversement du War Rig à la fin. Au début, Miller se disait qu'on ne pourrait jamais mettre un humain dedans, mais il trouvait aussi que des effets numériques n'auraient pas de sens dans un film si réaliste. Ils ont essayé avec une maquette, c'était trop faux. Une version télécommandée ne donnait pas la précision voulue. Finalement, n'ayant plus le choix, ils ont renversé l'énorme camion d'un seul coup, filmé par une caméra ultra rapide. Miller a toujours privilégié les effets pratiques. Pour augmenter la tension et garder les effets numériques au minimum, ils ont carrément construit la célèbre guitare lance-flamme de Dove Warrior pour de vrai. Ce monstre de 60 kg pouvait même contrôler la direction des flammes avec un levier de trémolo. Le réalisme des scènes d'action est ce qui rend le film si frappant, mais un détail était entièrement numérique, le bras gauche de Charlize Theron. Pendant le tournage, elle portait un gant vert. Dans certaines scènes, sa main a été remplacée numériquement par une prothèse métallique. Dans d'autres, une fausse prothèse était fixée par-dessus le gant vert. Un des moments iconiques qu'on voit plusieurs fois, ce sont ces cascadeurs suspendus à 6 mètres de haut au bout de perche. Cette scène n'a pas été tournée devant un écran vert, mais en conditions réelles, à pleine vitesse. Miller a dit, « Au début, je pensais qu'on ferait ces scènes en effet numérique, mais un jour j'ai levé les yeux et j'ai vu que mon équipe avait déjà résolu le problème du mouvement de balancier des gars. » Au total, plus de 1700 personnes ont travaillé sur le film. Un jour ordinaire, il y avait environ 1000 personnes sur le plateau. Rien que pour transporter tout ce monde, l'équipement et les décors dans le désert, c'était un défi d'ingénierie. Ils ont utilisé 5 énormes camions militaires allemands à 8 roues motrices pour la logistique. Après les 120 jours de tournage, Miller et l'équipe sont retournés en studio pour le montage et les effets. Mais le résultat ne correspondait pas parfaitement à sa vision. Du coup, 1 an plus tard, il a rappelé les acteurs principaux pour 3 semaines de reshoot afin de parfaire l'histoire et l'aspect visuel. La grande majorité des véhicules fabriqués pour Fury Road ont été soit détruits dans des accidents, soit explosés, pour la plupart avec de vraies explosions, sans effet numérique. Mais la quantité de carburant nécessaire a alerté le gouvernement namibien et les associations écologistes. Des rapports ont accusé le tournage d'endommager l'écosystème du désert. Le méchant, Immortan Joe, a une vraie présence. L'acteur sous le masque, Hugh Keaburn, connaissait bien la saga. Il jouait déjà le méchant principal, Toe Cutter, dans le tout premier Mad Max en 1979. Mais pour Miller, il n'y a aucun lien entre les deux personnages, car Toe Cutter est mort écrasé sous un camion dans le premier film. Vous voyez les War Boys qui crient « Witness me ». Avant de se sacrifier, ils se vaporisent de la peinture chrome dans la bouche. Bien sûr, les vrais acteurs n'ont pas utilisé cette substance toxique. Leur spray était comestible, du genre utilisé pour décorer des gâteaux. George Miller a invité la dramaturge Eve Ensler, auteure des monologues du vagin, sur le tournage après l'avoir entendu parler à Sydney. Elle est restée 1 semaine en Namibie et a parlé avec les actrices des épouses de la réalité des violences faites aux femmes dans les zones de guerre, ce qui les a beaucoup aidées pour jouer leur traumatisme de manière réaliste. Avec tous les retards, le budget énorme et la pression des fans, l'ambiance sur le plateau était très tendue. On sait que Tom Hardy et Charlize Theron se disputaient souvent. Mais après la sortie du film, ils se sont excusés mutuellement et auprès de Miller. Theron a reconnu que Hardy subissait la pression de reprendre un rôle iconique, et Hardy a admis qu'il aurait dû être un partenaire plus mature et solidaire. En plein milieu du tournage, le budget a dérapé. Le patron de Warner Bros. De l'époque, Jeff Robinoff, est allé en Namibie et a lancé un ultimatum. Les tournages doivent impérativement se terminer le 8 décembre. Problème, les scènes d'ouverture et de fin n'étaient même pas tournées. Quand la production s'est arrêtée, Miller s'est retrouvé avec un film sans début ni fin. Pendant le montage, sa femme, Margaret Sixel, a dû trier 480 heures de rush pour essayer d'assembler un film qui n'avait qu'un milieu. C'est là que Robinoff a été remplacé par Kevin Tsujihara, qui a donné 1 mois supplémentaire de tournage à Miller. Ce fut le tournant qui a sauvé Fury Road.
Sixel a d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur montage pour ce travail. Mad Max, Fury Road, avec un budget d'environ 150 millions de dollars, a engrangé 380 millions de dollars dans le monde. Il a été nommé pour 10 Oscars et en a remporté 6. Avec son esthétique visuelle époustouflante, il a carrément redéfini les standards du film de poursuite en voiture. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On se revoit dans la prochaine vidéo. Salut!